Il y a 3 ans, je regardais les petites annonces d'emploi en ligne quand l'une d'elles a attiré mon attention. Pas pour ce qu'elle disait, mais pour le peu qu'elle disait. Si je me souviens bien, l'annonce disait simplement « Poste disponible ». Bonne paie. Pas d'avantage. Discrétion requise. Elle donnait ensuite une adresse courriel et c'était tout. À l'époque, je gérais un magasin de musique, mais j'avais déjà entendu des rumeurs selon lesquelles nous fermerions dans l'année, et la probabilité d'un transfert dans un autre magasin était mince. Je regardais les offres d'emploi avec tristesse depuis quelques jours, mais c'était la première qui sortait du lot, ne serait-ce que parce que je m'ennuyais et que c'était bizarre. Alors, j'ai envoyé un courriel. Une demi-heure plus tard, j'ai eu une réponse me disant d'aller à un certain immeuble de bureau dans un quartier huppé de la ville à une heure précise pour ma sélection. J'y suis allé, après avoir attendu quelques minutes dans le hall, on m'a conduit dans un bureau où l'on m'a donné une série de formulaires et de questionnaires à remplir. Ils les ont recueillis et m'ont dit qu'ils me recontacteraient. J'avais presque oublié tout cela jusqu'à ce qu'un mois plus tard, je reçoive un appel me disant que j'étais passé à la 2e étape du processus d'embauche. On m'a de nouveau donné une adresse et une heure, et quand je suis arrivé cette fois-ci, c'était un autre joli parc de bureaux, à 30 km du premier. J'ai été accueilli par un homme qui s'est présenté comme Monsieur Solomon. Il m'a escorté dans une grande pièce qui contenait une chaise et un bureau. Sur le bureau, il y avait 2 grands moniteurs, un clavier, une souris et une boîte métallique boulonnée avec 2 gros boutons, un rouge et un vert. Il m'a dit que cette pièce était un modèle de l'endroit où je travaillerais si j'obtenais le poste. Il a décrit le travail comme suit: je travaillerais 7 quarts de 6 heures chaque semaine. Mon travail serait simple. J'arriverais au travail 10 minutes à l'avance et entrerais dans une zone qui ressemblait à un vestiaire. J'aurais mon propre casier personnel. J'y rangerais toutes mes affaires et enfilerais les vêtements de travail fournis. Je n'étais jamais, en aucune circonstance, autorisé à apporter un objet personnel dans la salle de surveillance. Je n'étais jamais, en aucune circonstance, autorisé à emporter un objet de la salle de surveillance. Quant à ce que je devais faire dans la salle de surveillance, on m'a dit que le moniteur de gauche afficherait constamment un flux en direct d'une caméra haute définition dans un endroit éloigné. Mon travail consistait simplement à regarder la caméra. Une fois par heure, je devais me mettre sur l'ordinateur connecté au moniteur de droite et saisir un bref rapport décrivant tout ce qui s'était passé d'intéressant au cours de la dernière heure. Je n'aurais ni stylo, ni crayon, ni papier, et je ne devais jamais essayer de prendre des notes écrites sur le travail. Quant au bouton rouge et vert, le bouton rouge ne devait être utilisé qu'en cas d'urgence. Cela signifiait quelque chose sur la vidéo ou dans mon lieu de travail qui nécessitait une aide extérieure. Le bouton vert devait être actionné si je voyais quelque chose sur le flux vidéo qui était particulièrement remarquable. Cela indiquerait à d'autres personnes quelque part que, du moins à mon avis, quelque chose d'intéressant se passait. Solomon a souligné que même si j'avais la discrétion d'utiliser le bouton, je devais avoir tendance à ne l'utiliser que si et quand quelque chose de vraiment significatif se produisait. Il a pointé du doigt la caméra au plafond de la pièce où nous étions. Il a dit que la vraie pièce serait la même. Mon travail serait observé et d'autres personnes regarderaient également la pièce sur le flux vidéo. Il a dit que je n'étais qu'une redondance, au cas où d'autres systèmes tomberaient en panne. Il a ensuite souri et m'a demandé si je savais ce qu'il voulait dire par « redondance ». J'ai hoché la tête, essayant de ne pas montrer mon irritation. Je ne parle pas très bien aux gens, alors parfois ils me croient bête. Ce n'est pas grave, qu'ils le pensent s'ils me paient assez bien. La paie était très bonne, 35 $ de l'heure. Cela m'a inquiété. Je pensais déjà que c'était une sorte d'expérience psychologique ou de travail gouvernemental secret, ce qui me convenait, mais ce genre d'argent pour rester assis et regarder un écran? Ma mère m'a toujours dit que si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas, et cela semblait trop beau pour être vrai. J'ai demandé si je faisais quelque chose d'illégal. Solomon a ri et a dit non. Je lui ai demandé si quelqu'un allait être blessé. Encore une fois, il a secoué la tête et a dit non. Il a dit que la raison pour laquelle il me payait si cher était qu'ils avaient besoin d'employés motivés pour être professionnels et discrets. Le travail qu'il faisait était important, pour diverses raisons, il ne pouvait pas être discuté. Si j'acceptais le poste, je devrais signer des papiers promettant de ne jamais parler de mon travail là-bas, sous peine d'être poursuivi en justice ou emprisonné. Je ne romps cela que maintenant à cause de tout ce qui s'est passé. Alors, j'ai accepté le poste. Et comme il voulait que je commence tout de suite, j'ai dû quitter le magasin sans préavis. Je me suis senti mal à ce sujet,
mais j'étais aussi excité par le nouveau travail. C'était beaucoup d'argent et le travail semblait assez facile, même s'il était un peu ennuyeux. J'étais nerveux qu'il y ait quelque chose de plus, mais je me suis dit que je devrais juste voir. Pas la peine de me dégonfler et de gâcher une bonne occasion parce que je laissais mon imagination s'emballer. On m'a donné l'emplacement du travail lui-même et, quand j'y suis allé, j'ai été étonné qu'il soit vraiment comme la pièce modèle qu'on m'avait montrée, avec seulement quelques différences. Il y avait un vestiaire par lequel il fallait passer pour entrer dans la salle de surveillance, et il y avait une petite salle de bain attachée à la vraie salle de surveillance. De plus, la vraie pièce avait une petite fontaine à eau dans le coin, mais comme je n'avais pas le droit d'apporter quoi que ce soit avec moi, je devais manger avant ou après chaque quart de travail. La plus grande différence, bien sûr, était que les moniteurs étaient allumés. Le moniteur de droite était juste un terminal noir et blanc, comme on en voit parfois dans les films. Je pouvais taper mes rapports, mais pas d'internet à regarder ou quelque chose comme ça. Le moniteur de gauche, c'était la vidéo d'une pièce que l'on pourrait appeler une chambre, je suppose, parce qu'il y avait un lit dedans, mais il y avait aussi beaucoup d'autres choses, une télévision, un canapé et des chaises, quelques tables et beaucoup d'espace vide entre les deux. La caméra devait être en hauteur dans un coin parce que je pouvais voir à peu près tout sauf les côtés éloignés des meubles. Au début, cependant, je n'ai rien remarqué de tout cela. Tout ce que j'ai vu, c'est elle. Elle avait l'air un peu plus âgée que moi et était très jolie. Quand je l'ai vue pour la première fois, elle était allongée sur le côté sur le canapé qui était la partie de la pièce la plus éloignée de la caméra, mais l'image était très claire et je pouvais dire qu'elle dormait. Je me suis retrouvé à me pencher davantage vers le moniteur pour mieux la voir, puis j'ai pensé à ce que je faisais et j'ai eu honte. C'est comme si je l'espionnais. Un voyeur, ma mère appelait ça. Je ne voulais pas être un voyeur, mais je ne voulais pas être bête non plus. Je devais y penser lentement. C'était un bon travail et je ne faisais rien de mal, n'est-ce pas? Je ne faisais de mal à personne. La femme avait l'air bien et la pièce était jolie. Elle a probablement accepté d'être là, et c'est tout un genre d'expérience ou quelque chose comme ça. Je réagissais de manière excessive. Je me suis assis sur la chaise et j'ai commencé mon travail. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre davantage. La femme que j'ai pris l'habitude d'appeler Rachel n'était pas là de son plein gré. Je ne l'ai jamais vue blessée, mais il était clair qu'elle ne quittait jamais cette pièce, sauf pour aller dans ce que je pense être une salle de bain que ma caméra ne pouvait pas bien voir. Elle ne quittait jamais la pièce seule. Périodiquement, généralement quelques fois par semaine pendant mes quarts de travail, des hommes et des femmes en tenues étranges entraient et l'emmenaient de la pièce. Parfois, elle se débattait, mais la plupart du temps, elle se contentait de suivre, la tête baissée. Ils la ramenaient toujours, cependant. Les fois où elle n'était pas ramenée pendant mon quart de travail étaient toujours les pires pour moi. Je m'inquiétais pour elle jusqu'à ce que j'arrive au travail le lendemain et que je la voie dans la pièce, en train de regarder la télévision ou de peindre. Elle n'avait jamais l'air blessée ni même si bouleversée, sauf quand ils l'emmenaient, et même quand elle se battait, ils étaient toujours doux avec elle. Pourtant, je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai songé à quitter le travail, ou à appuyer sur le bouton rouge pour faire venir quelqu'un et obtenir des réponses, ou à appeler la police et leur montrer ce que la caméra me montrait, mais j'avais peur. Peur de perdre mon emploi et peur de ce que ces gens pourraient me faire si je démissionnais ou si je les dénonçais. Solomon m'avait dit quand j'ai pris le poste qu'une partie de la discrétion consistait à ne pas poser de questions. On ne me demanderait jamais de faire plus que ce qui m'avait déjà été dit, mais je ne pourrais jamais dire à personne ce que j'avais fait ou vu, et je ne pourrais jamais poser de questions sur ce que je faisais ou pourquoi. Alors, je me suis trouvé des excuses, tout était une expérience, elle était folle ou malade et ils essayaient de l'aider, elle faisait un travail tout comme moi, ou si elle était vraiment prisonnière quelque part, au moins j'étais là pour m'assurer qu'elle allait bien. S'ils essayaient de la blesser ou si je voyais qu'elle ne voulait vraiment pas être là, je pourrais sûrement obtenir de l'aide à ce moment-là. D'une certaine manière, je me disais que je l'aidais à la protéger en la regardant. Je ne m'attends pas à ce que vous pensiez grand-chose de mes excuses. Je ne pense pas grand-chose d'elle moi-même, surtout maintenant, mais pour ma défense, quand les choses ont changé, je ne l'ai pas ignoré ou essayé de l'expliquer. Je savais qu'il fallait faire quelque chose. Rachel peignait habituellement pendant 1 heure ou 2 chaque jour, et cela semblait toujours se produire pendant mes quarts de travail de l'après-midi. La pièce n'avait pas de fenêtre d'après ce que je pouvais voir, mais je suppose qu'elle utilisait une horloge ou le rythme de son corps pour suivre une sorte d'horaire. J'ai toujours aimé la regarder peindre. Les choses qu'elle peignait étaient toujours tournées dans la mauvaise direction pour que je puisse les voir, mais je pouvais voir son visage pendant qu'elle travaillait.
Elle avait toujours l'air paisible et heureuse quand elle peignait, et la voir ainsi, souriant sereinement de temps en temps quand elle obtenait quelque chose comme elle le voulait, rendait toujours ma journée plus belle. J'ai d'abord remarqué que quelque chose n'allait pas lorsqu'elle a commencé à peindre plus fréquemment il y a quelques semaines. Son expression était plus concentrée et sérieuse et il y avait une tension dans ses mouvements que je n'avais pas l'habitude de voir. Au début, j'ai pensé qu'elle essayait juste de travailler dur sur quelque chose et je voulais lui dire de ne pas s'inquiéter. Toutes les quelques semaines, les autres venaient et enlevaient les anciennes toiles de toute façon, apportant une nouvelle pile je pense que le mot est de toiles vierges. Mais c'était plus que sa concentration. Quelque chose n'allait pas. Elle n'avait pas l'air heureuse et elle y passait des heures d'affilée. En l'espace de 3 jours, elle avait terminé 4 tableaux. Je m'étais de plus en plus inquiété en la regardant travailler, et quand elle a terminé le 4e, je me suis surpris à lui dire d'arrêter et de se reposer un peu. J'avais pris l'habitude de parler au moniteur, de lui parler à ma manière. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Au lieu de cela, elle a commencé à déplacer les tableaux, les arrangeant sur le dossier et le siège du long canapé à l'autre bout de la pièce. C'était la première fois que je voyais l'une des toiles. Même lorsque les autres les emportaient, elle semblait toujours être tournée loin de la caméra. J'étais toujours inquiet pour elle, mais j'étais aussi heureux de voir enfin quelque chose sur quoi elle avait travaillé. Heureux et émerveillé. Ils étaient magnifiques. L'un était une belle forêt verte, un autre était un vieux mur de pierre, un troisième était une maison assise seule sur une petite île, et le dernier était un cinéma à l'ancienne. Tous ressemblaient à quelque chose sorti d'un rêve, avec des lignes de couleurs traînantes se mélangeant dans l'air autour d'eux comme des feuilles prises dans le vent. C'est seulement en regardant de près que j'ai réalisé que les lignes de couleurs n'étaient pas aléatoires. C'étaient des mots, faciles à manquer si vous ne regardiez pas de près. Et en eux-mêmes, ils ne semblaient pas signifier grand-chose, juste le fantôme d'un mot quelque part dans chacun des tableaux, facile à perdre dans tout ce qui était montré. Je me suis penché sur le moniteur et j'ai plissé les yeux, essayant de lire les mots. Puis mon cœur a commencé à tambouriner quand je les ai déchiffrés. Clignant des yeux et me frottant les yeux, j'ai regardé à nouveau, les lisant à voix haute, dans l'ordre, de gauche à droite, la paire du haut, puis celle du bas, s'il vous plaît aidez-moi, Thomas. Je me suis éloigné du moniteur, la main sur la bouche. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment tout cela pouvait se produire. Ce n'était pas seulement qu'elle demandait de l'aide, bien que ce soit une grande partie du problème. C'était que mon nom est Thomas. J'ai pensé à la caméra au-dessus de moi et j'ai retiré ma main de mon visage. J'ai reculé jusqu'au bureau et je me suis assis là, essayant d'arrêter de trembler, essayant de me forcer à respirer, à y penser lentement. La première chose était, devrais-je appuyer sur un bouton ? Le bouton rouge était pour une urgence. Si elle était prisonnière ou quelque chose comme ça et qu'elle essayait de s'échapper, il pourrait penser que c'était une urgence, mais personne n'avait été blessé à ma connaissance et je pense que M. Solomon voulait le réserver pour quelque chose qui était comme une urgence de police ou d'ambulance, pas quelque chose comme ça. Mais qu'en est-il du bouton vert ? C'était définitivement quelque chose de remarquable, non seulement qu'elle demandait de l'aide, mais qu'elle me demandait de l'aide. Je me suis forcé à m'arrêter un instant. Je ne pouvais pas être sûr qu'elle me demandait. J'avais été à l'école avec plusieurs garçons nommés Thomas, c'était un nom commun. Mais les chances qu'elle peigne ce nom quand je travaillais là ? Je ne voulais pas être bête, mais je n'essayais pas non plus d'être trop, quel est le mot que ma mère utilisait quand elle lisait ses livres d'anges ? Un sceptique. Je ne voulais pas être un sceptique non plus. Je devais croire que c'était probablement pour moi et que c'était quelque chose qu'il voudrait savoir. Mais devrais-je appuyer sur le bouton vert ? Mes mains dérivaient vers la boîte métallique sur le bureau, mais j'ai hésité. Je n'aimais pas enfreindre les règles et j'avais peur de ce qui se passerait si je les enfreignais. S'ils la gardaient vraiment prisonnière, ce sont probablement de très mauvaises personnes. Mais je ne le savais pas. Peut-être qu'il était bon et qu'elle était mauvaise, mais j'ai regardé à nouveau le moniteur. Pour la première fois depuis la lecture des mots, Rachel était déjà en train de retirer les toiles du canapé, comme si elle savait que le message avait été reçu. Une toile dans chaque main, elle a levé les yeux vers la caméra en traversant la pièce, et j'ai eu l'impression qu'elle me regardait droit dans les yeux. Ma poitrine s'est serrée alors que mes mains s'éloignaient du bouton. Non. Je ne pensais pas qu'elle était mauvaise. Je l'avais regardée pendant des années. J'avais l'impression de la connaître, de savoir si elle était mauvaise. Aussi étrange que cela puisse paraître, d'une certaine manière, elle était mon amie, et j'allais l'aider. Les seules personnes que j'avais réellement rencontrées en rapport avec ce travail étaient quelques personnes quand j'ai rempli les papiers.
puis Monsieur Solomon quand il m'a montré la pièce modèle et m'a expliqué le travail. Je n'avais aucun moyen de les contacter, sauf par les boutons. Mes chèques étaient déposés par voie électronique, et je n'avais jamais croisé personne d'autre qui travaillait dans la salle de surveillance. Cette pensée m'a fait m'arrêter une seconde. J'avais toujours trouvé bizarre de ne jamais croiser quelqu'un quand j'arrivais ou partais, la personne que je remplaçais ou la personne qui me remplaçait. J'avais toujours pensé qu'il devait y avoir d'autres personnes, d'autres salles de surveillance même, et qui nous programmaient juste pour que nous ne nous croisions pas. Et je pensais toujours qu'il y en avait d'autres. Une partie de la raison pour laquelle je pensais cela était parce qu'il me semblait que je n'étais pas la seule personne à utiliser ma salle de surveillance. La fontaine à eau, le papier toilette, le savon, tout cela semblait s'épuiser plus vite que je ne le pensais en l'utilisant seul. Si c'était vrai, peut-être que je pourrais découvrir qui ils étaient et peut-être qu'ils seraient plus sûrs à qui parler que ceux pour qui je travaillais. J'ai terminé le travail à 20h ce soir-là, et au lieu de prendre quelque chose à manger et de rentrer chez moi, j'ai conduit ma voiture autour du pâté de maison, puis je me suis garé dans la rue du bâtiment où je travaillais. Rien n'avait changé pendant que je roulais pendant 1 minute. Aucune nouvelle voiture ne s'était garée ou quoi que ce soit, et si j'avais raison, il n'envoyait personne pour me remplacer tant qu'il n'était pas sûr que j'étais parti, de toute façon. Alors, je me suis assis et j'ai attendu. J'étais fatigué et la rue était assez vide et ennuyeuse, mais j'étais trop excité et effrayé pour m'endormir. Chaque fois qu'une voiture passait ou que quelqu'un marchait sur le trottoir, je me tendais. Je n'arrêtais pas d'imaginer un SUV ou une fourgonnette s'arrêtant derrière moi, des hommes en sortant et me tirant de ma voiture, m'emmenant quelque part comme là où ils avaient Rachel, pour me tuer ou me torturer. Une demi-douzaine de fois, j'ai failli démarrer et m'en aller, mais chaque fois, je pensais à elle, seule dans cette pièce. Elle n'avait personne d'autre que moi pour l'aider, et je devais essayer. 2 heures plus tard, un homme gros et chauve s'est garé et a commencé à se diriger vers le bâtiment. Dès que j'ai vu qu'il pouvait déverrouiller la porte et entrer, j'ai ouvert ma voiture pour aller lui parler. Puis je me suis arrêté. Je devais être malin. Je ne savais pas où ils étaient, mais j'étais sûr qu'il y avait des caméras cachées dans le vestiaire et à l'extérieur du bâtiment. Si je cours là-bas et que je confronte le gars, ils sauront à coup sûr que je prépare quelque chose. Soupirant de frustration, j'ai fermé la porte et j'ai attendu la fin de son quart de travail. J'ai envisagé de le suivre, comme dans les films, mais j'avais peur de le perdre ou qu'il appelle quelqu'un à l'aide. Alors j'ai attendu qu'il retourne à sa voiture après un quart de travail de 6 heures, j'espère assez loin pour que les caméras ne voient pas, puis j'ai rencontré l'homme que j'ai appris à connaître sous le nom de Charles Jeff. Hey, salut mec, est-ce que je peux te parler 1 minute? Il me tournait le dos et a juste agité la main de manière désinvolte sans lever les yeux. Désolé, je n'ai pas d'argent. J'ai un bon? Il s'est figé en me regardant en parlant. Oh, mon Dieu, non, non, non. Tu dois partir d'ici, gamin. On n'a pas le droit de parler. Je pouvais dire qu'il avait peur, mais je ne pouvais pas risquer de le laisser partir encore, pas après tout ça. Je me suis avancé et j'ai refermé la porte alors qu'il essayait d'entrer dans sa voiture. Alors tu sais qui je suis? J'ai essayé de ne pas avoir l'air méchant, mais je pouvais entendre à quel point j'étais en colère dans ma voix. Il a de nouveau tiré sur la porte, mais je la tenais toujours et j'étais plus fort que lui. Après un deuxième coup plus faible, il s'est retourné, son visage tendu et fatigué. Oui, je sais qui tu es. Tu travailles ici tout comme moi. Je te le dis, on n'est pas censé parler. On n'est jamais censé se rencontrer. J'ai froncé les sourcils. Monsieur Solomon ne m'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que c'était une des règles. L'homme a secoué la tête. Monsieur Solomon, oui, eh bien, il y a beaucoup de règles qui ne te disent pas. Je parie qu'ils ne t'ont pas dit ce que tu allais regarder avant que tu commences, n'est-ce pas? Quand j'ai juste baissé les yeux, il a continué, oui, moi non plus. Je suis à ce travail depuis 10 ans. J'ai vu d'autres personnes aller et venir, généralement parce qu'elles ont enfreint une des règles qu'ils n'ont jamais mentionnées. La seule raison pour laquelle je suis toujours là, c'est parce que je me tiens tranquille et que je me tais. Il m'a agité un doigt. Tu devrais faire de même si ce n'est pas déjà trop tard. J'ai senti mon estomac se tordre en un œuf froid. Trop tard? L'homme s'est frotté le visage. Gamin, tu penses qu'ils ne savent pas qu'on parle? Tu penses que quelque chose se passe sans qu'ils le sachent? Il a regardé en arrière vers le bâtiment, un regard de tristesse et de peur dans les yeux. Bon sang, pour autant que je sache, tu nous as déjà tués tous les deux. Secouant la tête, il m'a repoussé et a commencé à ouvrir la porte. Quoi qu'il en soit, j'ai fini de risquer ça.
tu dois arrêter de poser des questions et faire ton travail. C'est beaucoup plus sain. Sur ce, il est monté dans sa voiture et a fermé la porte. Je n'ai pas essayé de l'arrêter cette fois, même si j'avais déjà été inquiet de ce qu'il me disait. L'entendre confirmer était paralysant. Quel était exactement mon plan? Il n'en savait probablement pas plus que moi, et même s'il en savait plus, que pouvais-je faire avec tout ce qu'il me disait? Je suis retourné à ma voiture le cœur lourd. J'avais toujours peur, mais plus que ça, j'étais triste et honteux. Je voulais aider Rachel, mais je n'étais pas sûr de comment. Je n'abandonnais pas, mais en rentrant à mon appartement, je ne pouvais pas penser à ce que je devais faire ensuite. Ce n'était pas un film, je n'étais pas un héros, et les seules idées qu'il me restait étaient soit d'aller à la police, qui pourrait être contrôlée par ceux pour qui je travaillais, soit d'essayer d'obtenir moi-même la preuve qu'elle était détenue prisonnière. En me garant et en entrant dans mon immeuble, j'ai pris une décision. À moins que je ne pense à quelque chose pendant la nuit, je ferai les deux idées le lendemain. J'enfreindrai la règle de ne rien emporter. J'utiliserai mon téléphone pour enregistrer une vidéo de la salle de surveillance, de Rachel et de la façon dont elle était piégée quelque part, et de moi racontant tout ce que je savais d'autre. J'enverrai cela par courriel à tous les journaux, sites web et chaînes internet auxquels je pourrais penser. J'irai ensuite à la police et je leur en donnerai une copie aussi, si je pouvais tenir assez longtemps sans me faire prendre. Peut-être que si je faisais tout cela, même s'ils m'attrapaient, quelqu'un aiderait Rachel. J'étais rempli d'inquiétude et de crainte à l'idée d'être blessé ou tué. Une partie de moi n'arrêtait pas de dire que je devrais juste faire ce qu'on me disait et espérer que tout disparaîtrait, mais je ne pouvais pas vivre avec moi-même si je faisais ça. Même si je me trompais, j'avais l'impression que je devais essayer. J'étais si préoccupé que je n'ai pas entendu la personne qui arrivait derrière moi alors que je déverrouillais la porte de mon appartement. Thomas? Je me suis retourné et j'ai senti mes jambes s'affaiblir alors que je trébuchais contre ma porte. Je devais rêver ou être fou. J'ai attrapé la poignée de porte pour me soutenir en regardant la femme devant moi. Ça ne pouvait pas être elle, mais d'une manière ou d'une autre, c'était le cas. Rachel. Elle a hésité un instant avant d'éclater en un sourire. C'est comme ça que tu m'appelles? J'aime bien. Mon nom est en fait Mélanie, cependant. J'ai senti mon visage rougir. Bien sûr, son nom n'était pas Rachel. C'était juste quelque chose que j'avais inventé dans ma tête. Pourtant, mon embarras ne pouvait pas suivre ma confusion et ma joie. C'est vraiment toi? Elle a hoché la tête. Oui, c'est moi. Rachel. Mélanie. Elle a grogné alors que je m'avançais et que je commençais à la serrer dans mes bras. Riant, elle m'a serré dans ses bras pendant un moment, mais ensuite elle a murmuré à mon oreille, « Thomas, nous devons parler, et pas ici. On peut rentrer ?» Je me suis détaché et j'ai hoché la tête, m'essuyant les yeux en essayant de finir de déverrouiller la porte avec une main tremblante. Mon cœur tambourinait, et j'avais toujours l'impression d'être dans un rêve étrange et merveilleux. Mais quand nous sommes entrés et nous sommes assis sur le canapé de mon salon, je me suis forcé à me concentrer sur la plus grande question que j'avais. Comment? Mélanie souriait toujours quand nous nous sommes assis, mais maintenant elle avait l'air inquiète et triste. Thomas, c'est ce que je suis là pour te dire. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Elles ne l'ont jamais été. J'ai froncé les sourcils, une nouvelle ligne de peur coupant à travers mon brouillard de bonheur. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a tenu l'arête de son nez pendant un moment, baissant les yeux comme si elle essayait de trouver comment dire ce qu'elle avait à dire. Thomas, tu fais partie d'une expérience psychologique. J'en fais partie depuis plus longtemps que toi, en tant qu'une des actrices, et je ne connais toujours pas tous les détails. Je suis presque sûr qu'elle est dirigée par une agence gouvernementale, et je sais qu'ils y investissent beaucoup d'argent et de temps, mais pour quelle raison, ça je n'en suis pas si sûr. J'ai réalisé que je me tordais les mains. Non, ce n'était pas ça. Ça ne pouvait pas être ça. C'était une sorte de ruse. Mélanie a continué, ce que je sais, c'est que tu es observé en tant que sujet à long terme. Ils ont construit tout ce scénario où tu fais un travail secret en regardant quelqu'un, moi, qui a l'air d'être piégé. Ils te donnent des instructions et un moyen de faire des choix. Tu as des boutons ou quelque chose que tu peux choisir entre, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête faiblement, ma langue épaisse dans ma gorge. Oui, un rouge et un vert. Elle a soupiré et a hoché la tête. Je pense qu'ils testent à quel point tu obéiras, quel choix tu feras en fonction de ta morale, de ton intelligence et de ta peur. C'est intéressant, ou du moins je le pensais quand j'ai rejoint le projet il y a 6 ans. Ils ne m'ont jamais donné beaucoup de détails officiellement, juste l'essentiel, mais les gens parlent.
Les autres acteurs et moi, parfois, nous entendons des choses et nous en faisons des ragots. C'est ce qui m'a fait commencer à me sentir mal. J'ai interrompu, d'autres acteurs? Les yeux de Mélanie se sont écarquillés. Oh, putain. Oui, désolé. Je pense qu'il l'appelle toujours Monsieur Solomon et il y en a d'autres aussi. Alors que je la regardais fixement, elle a continué. Bref, pendant longtemps, c'était juste le travail normal, n'est-ce pas? Je passe 6 heures par jour à faire semblant d'être cette fille piégée, principalement en faisant semblant de peindre ou de regarder la télévision. Tu sais, des trucs ennuyeux. Je n'ai pas pu m'empêcher d'interrompre de nouveau, détestant le tremblement de douleur dans ma voix. Tu fais semblant de peindre? Tu ne peins pas vraiment ces merveilleux tableaux? Maintenant, Mélanie avait l'air embarrassée. Non, désolé. Je ne sais pas peindre du tout. Je suis une assez bonne chanteuse, par contre. Elle a essayé de sourire mais a flanché. Se penchant en avant, elle m'a touché le bras. C'est pour ça que j'ai toujours les tableaux tournés là où tu ne peux pas les voir. Ils sont déjà faits à l'avance. Tout ce que tu vois, ce sont des toiles vierges et, eh bien, quand ils veulent que je te montre quelque chose? Son expression s'est assombrie en continuant, c'est pour ça que j'ai dû enfreindre les règles et te contacter quand ils ont commencé à faire ce genre de messages cachés. Ce genre de conneries de jeu mental. Je me suis inquiété. J'ai eu peur que tu le prennes trop au sérieux, que tu puisses te blesser ou même te faire du mal. Dès que tu as quitté ton quart de travail ce soir, j'ai parlé à l'un des gars du département vidéo. Il m'a raconté comment tu avais réagi, m'a montré comment tu étais toujours garé dans la rue du bâtiment. Je suis venu en voiture. Le plateau de la chambre est dans un bâtiment à l'extérieur de la ville. Je t'ai vu assis dans ta voiture et j'ai failli t'approcher à ce moment-là, mais j'avais peur de me faire prendre et de me faire virer. Alors je me suis garé et j'ai attendu de pouvoir te suivre ailleurs pour te faire savoir que j'allais bien. Elle a cligné des yeux pour retenir ses larmes. J'ai honte de dire que j'ai failli partir plusieurs fois. Je ne veux pas perdre ce travail et j'ai essayé de me dire que tu irais bien après un jour ou deux. Je pourrais leur faire changer le script assez pour que tu aies l'impression que j'allais bien et que tu ne t'inquiètes pas trop. J'ai senti une colère monter dans ma poitrine. Eh bien, c'est gentil de ta part. Elle a levé les yeux rouges. Je sais. Je suis une ratée. Je suis tellement désolé. J'ai été égoïste et lâche, mais je ne suis pas vraiment parti. Et puis quand j'ai vu Charlie quitter le bâtiment, je t'ai vu courir pour lui parler, j'ai su qu'il faisait monter les enchères encore plus. Charlie? Mélanie a levé les yeux au ciel de frustration. Putain. Oui, désolé. Charlie Jeff. C'est un autre acteur dans une version antérieure de l'expérience. Il a en fait joué Monsieur Solomon, mais ils ont décidé qu'il n'était pas assez effrayant, alors maintenant il est généralement l'un des types en costume. Il a en fait ça pour ta version plusieurs fois, tu ne peux juste pas le reconnaître sous tous ces déguisements qu'il porte. Je serrais et desserrais la main sur mes genoux. C'était trop. J'avais l'impression d'être un flipper entre la colère et le soulagement et l'embarras et la confusion. Alors toutes ces choses qu'il m'a dites, c'était juste pour me faire peur? Voir comment je réagirais? Elle a hoché la tête en reniflant et en s'essuyant le nez avec le dos de sa main. Oui. Je suis désolé. C'est pour ça que j'ai su que je ne pouvais plus attendre pour te le dire. Je pouvais voir à quel point tu étais inquiet et effrayé en retournant à ta voiture. J'ai retiré mon bras de son contact. Eh bien, merci, je suppose. Au moins, tu m'as arrêté avant que j'aille à la police et que j'ai l'air d'une blague devant eux aussi. Je voulais juste qu'elle parte, que ses yeux de pitié et de sympathie cessent de me regarder. Merci d'être passé et de m'avoir mis au courant. J'ai essayé de rendre ma voix dure et insensible, mais elle est sortie larmoyante à la place. Me levant, je me suis détourné d'elle pour qu'elle ne me voie pas alors que je commençais à pleurer. Si ça ne te dérange pas, j'ai besoin de temps pour penser à tout. C'est beaucoup. Un instant s'est écoulé, puis sa main était sur mon épaule. Thomas, tu n'as rien à rougir. Ils sont très bons dans ce qu'ils font. Tout ce que tu as fait, c'est ce que tu pensais être juste parce que tu es un homme bon. J'ai haussé les épaules. J'ai pensé que tu étais en difficulté et je voulais t'aider. Elle m'a doucement tourné vers elle et quand j'ai levé les yeux, elle a souri et a reniflé de nouveau. Je sais. Mais tu dois te rendre compte que la plupart des gens n'auraient pas essayé d'aider. Pas quand cela signifiait abandonner leur travail ou se risquer comme ça. Pas pour une étrangère. Je me suis essuyé le visage en regardant ailleurs. Eh bien, je me sens toujours bête, mais je suis content que ce ne soit pas réel. Je suis content que tu ailles bien. Nous allons tous les deux bien,
n'est-ce pas? En sécurité, je veux dire? Elle a hésité avant de hocher la tête. Oui, je pense que oui. Comme je l'ai dit, ils ont beaucoup investi dans tout ça et le fait qu'ils soient prêts à aller aussi loin avec toi me fait me poser des questions. Mais je n'ai jamais vu de signe de quelqu'un qui se fasse blesser. Je pense que le pire qui pourrait arriver, c'est que l'un ou l'autre de nous se fasse virer. J'ai senti mon visage rougir de nouveau. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais démissionner demain. Je pourrai enfin appuyer sur leur foutu bouton, peut-être les deux. J'ai commencé à sourire, mais j'ai vu le regard sur le visage de Mélanie. Thomas, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne pense pas qu'il nous ferait du mal, mais si tu démissionnes, ils comprendront que je t'ai parlé. Je ne pense pas qu'ils nous regardent tout le temps, mais je ne sais pas ce qu'ils peuvent découvrir. Tu sais, le suivi des téléphones portables, les satellites espions, peu importe. Je prends un gros risque rien qu'en étant ici et je ne veux pas qu'ils s'en rendent compte. J'ai reculé d'un pas. Alors tu veux continuer à être payé pour tromper des gens comme moi? Elle a tendu la main et a attrapé ma main droite. Je la serrai inconsciemment et elle s'est détendue à son contact. Non, je ne veux pas. Mais je ne m'attendais pas à ça, à la façon dont l'expérience a changé. Le fait de te rencontrer réellement? Je ne peux pas le faire à long terme, mais un mois ou deux de plus pour économiser de l'argent, maintenant que tu es au courant et que tu n'auras plus peur ou que tu ne seras plus blessé par cela, je peux le faire. Nous pouvons tous les deux le faire. Nous pouvons continuer comme d'habitude, prendre un peu plus de leur argent, puis l'un de nous peut démissionner le mois prochain, l'autre le peut aussi. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai haussé les épaules avec incertitude. Cela avait un certain sens, et une fois que je me serais calmé, cela en aurait probablement plus. Elle a serré ma main. Et quand tout cela sera terminé, je veux te connaître mieux. Je sais que j'ai joué un rôle, mais pour la plupart, c'est moi que tu as regardé tout ce temps. Je pense qu'il est juste que je vois plus de toi aussi, en supposant que ça t'intéresse. J'ai senti ma main devenir moite dans la sienne alors que mon estomac se mettait à battre. Eh bien, je veux dire, oui, j'aimerais vraiment ça. Avalant ma salive, j'ai ajouté, combien de temps devons-nous attendre pour nous revoir? Mélanie m'a souri. Travaille encore un mois environ, économise ce que tu peux, puis démissionne. J'attendrai encore 2 ou 3 semaines, puis je ferai de même. Et puis? Elle a levé les yeux au plafond en y réfléchissant un instant, et j'ai été frappé de nouveau par sa beauté, même si elle était un peu différente en personne que je ne l'avais imaginé. Dans 3 mois à partir de ce soir, nous nous retrouverons ici. Je viendrai et nous pourrons commencer à mieux nous connaître. Qu'est-ce que tu en penses? Rendant son sourire, j'ai hoché la tête. Ça a l'air génial. Quand elle est partie quelques minutes plus tard, une partie de moi détestait la voir partir, mais une autre partie était soulagée. J'étais tellement épuisé, et bien que j'étais si heureux qu'elle aille bien et que nous nous soyons enfin rencontrés, je me sentais comme le fil brûlé d'une vieille ampoule. J'avais besoin de temps seul, de temps pour penser et me calmer, et surtout, de temps pour me reposer. Je ne me souviens même pas vraiment m'être endormi, et quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que mon réveil sonnait depuis plus de 30 minutes. J'ai sauté et j'ai couru pour arriver à mon quart de travail. En partant, Mélanie avait de nouveau insisté sur le fait que nous devions agir exactement de la même manière. Cela signifiait ne pas paniquer, mais cela signifiait aussi ne pas agir comme si tout allait bien. Si je ne montrais soudainement aucun signe d'inquiétude à son sujet, cela les mettrait sur la piste aussi. J'avais promis, et elle était partie après un bref câlin et un baiser. En me souvenant de cela maintenant, à travers le brouillard de ma fatigue, la nuit précédente ressemblait à un rêve. Pourtant, je suis entré dans la salle de surveillance avec le cœur beaucoup plus léger. Je n'avais plus à m'inquiéter ou à me sentir coupable de ne pas l'aider, et il y avait une certaine satisfaction de m'en être enfin sorti avec les gens qui m'avaient dupé si longtemps. De plus, dans 3 mois, j'en aurais fini avec cet endroit et je reverrai Mélanie en personne. Au moins, j'ai pu la regarder sur le flux vidéo dès que je suis arrivé au travail. Elle dormait quand je suis arrivé pour la première fois, et je me suis surpris à me demander si elle était aussi fatiguée que je me sentais encore. Quand elle s'est réveillée plus tard et a commencé à lire un livre, je me suis surpris à sourire et j'ai dû m'arrêter. Je devais toujours être inquiet, ne pas agir en souriant comme si j'avais le béguin. Je devais faire mieux pour que Mélanie n'ait pas d'ennui. 1 heure ou 2 plus tard, elle a commencé à travailler sur une autre de ses toiles. En la regardant travailler, j'ai été étonné de voir à quel point tout cela avait l'air réel. C'était difficile de tout voir sous mon angle,
mais j'aurais juré qu'elle avait de la peinture sur ses pinceaux et qu'elle peignait vraiment ce qui était sur la toile. J'ai eu un sentiment de fierté pour elle. C'était vraiment une grande actrice. Non seulement je l'ai vue ne donner aucun indice que nous nous étions rencontrés ou parlé, mais elle semblait vraiment différente dans la pièce qu'elle ne l'avait été dans mon appartement. Je suppose que c'est ce qu'elle voulait dire par jouer un rôle. J'étais presque à la fin de mon quart de travail, et bien que je détestais la quitter, je devais admettre que j'étais prêt pour plus de sommeil. Essayer de contrôler mes réactions toute la journée avait été épuisant, et j'appréhendais les prochaines semaines. Mais j'ai alors réalisé qu'elle avait fini de peindre. Je m'attendais à ce qu'elle aille faire autre chose, mais au lieu de cela, elle a pris la toile par les bords et a marché prudemment vers le canapé. Son corps l'a bloqué d'abord, puis elle s'est écartée. C'était un tableau d'un arbre massif. L'écorce était sombre et rouge avec un énorme tronc tordu qui se divisait en une douzaine de branches. Ces branches étaient couvertes de feuilles d'un vert si profond qu'elles me rappelaient presque plus des nuages d'orage que le sommet d'un arbre. Comme toutes les peintures, j'ai été touché par celle-ci. Même maintenant que Mélanie m'avait dit qu'elle ne les peignait pas, les images elles-mêmes combinées aux couleurs et aux petits détails étaient vraiment incroyables. Tout comme celle-ci, si vous regardiez assez près, vous pouviez voir qu'il y avait plusieurs petits oiseaux noirs dans les branches de l'arbre. C'était drôle, mais il semblait presque qu'ils étaient faits de mots. J'ai senti mon cœur commencer à marteler et je me suis forcé à rester calme. Pas la peine d'être bête. Je savais que tout n'était qu'un jeu maintenant et je devais juste jouer mon rôle un peu plus longtemps. Pourtant, le moins inquiet voudrait savoir ce que disaient les mots, alors je pourrais aussi bien essayer de les lire. J'ai plissé les yeux, suivant les oiseaux, de droite à gauche et de haut en bas, cette fille n'est pas moi. J'ai détourné les yeux du tableau pour voir Rachel me fixer. Elle avait l'air terrifiée. Oh, non. Je devais faire quelque chose, et je devais le faire tout de suite. Si Mélanie était en quelque sorte un faux, cela signifiait qu'il l'avait envoyé, et s'il l'avait envoyé, cela signifiait qu'il savait. Il savait pour les messages dans sa peinture, il savait que je posais des questions, et il savait que je n'avais appuyé sur aucun bouton pendant tout cela. J'ai senti la panique et la peur me monter à la poitrine, rendant la respiration difficile. Me levant, j'ai commencé à faire les 100 pas, regardant périodiquement le moniteur pour voir si Rachel pouvait m'aider, me dire ce que je devais faire ensuite. Mais elle s'était allongée sur son lit. C'était difficile de voir avec certitude le dos tourné à la caméra, mais je pense qu'elle pleurait. Non, je devais arranger ça, la sortir de là, et si je n'avais pas de meilleur plan, je devais juste suivre celui que j'avais déjà. Sentant l'œil dur de la caméra du plafond sur moi, je suis allé à la porte et je suis retourné dans le vestiaire. Mon téléphone était dans mon casier, et après avoir raté la combinaison la première fois, j'ai ouvert la porte et je l'ai sorti. Le serrant fermement, j'ai essayé de le tenir nonchalamment à mes côtés, mais je savais que cela ne servait à rien. S'il savait tout, je ne pourrais rien cacher. Je devais juste essayer d'être rapide, de faire passer une sorte de message à des personnes qui pourraient aider Rachel avant qu'il n'arrive. J'ai ouvert l'appareil photo du téléphone, en rentrant dans la salle de surveillance et en appuyant sur enregistrer, il a émis un petit bip. Une fois que j'ai été sûr qu'il enregistrait, j'ai tourné la caméra vers moi. Mon nom est Thomas Calhoun et mon travail consiste à surveiller une femme piégée dans une pièce. Ce n'est pas une blague ou un film ou quoi que ce soit, c'est réel. Depuis 3 ans, mon travail est de rester assis dans cette pièce. J'ai déplacé la caméra lentement dans la pièce, filmant la porte de la salle de bain, la fontaine à eau, le bureau avec les moniteurs, le clavier et la boîte à boutons, et je regarde un flux vidéo d'une femme enfermée dans une chambre quelque part. Je me suis rapproché du bureau et je me suis assuré que le moniteur montrant Rachel était clair et au point. Je ne savais pas que cette femme était prisonnière au début, ou je me suis trompé en pensant qu'elle ne l'était pas parce que l'argent était bon. Quoi qu'il en soit, je sais qu'elle l'est maintenant. Elle est en danger et moi aussi. Après m'être attardé sur la vidéo d'elle pendant quelques secondes de plus pour m'assurer que chaque détail pouvait être vu, j'ai tourné la caméra vers moi. Je devais me dépêcher ou la vidéo pourrait être trop longue à envoyer rapidement. J'essayais de rester calme, mais je me sentais ému en continuant et j'ai fait de mon mieux pour garder mes mots clairs. S'il vous plaît, aidez-la. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas qui la détient parce que je ne sais pas pour qui je travaille vraiment, mais ce sont de mauvaises personnes et elle n'est pas en sécurité. Tout ce que je sais, c'est que je travaille dans un bâtiment juste à l'extérieur de San Antonio. Je ne connais que les noms de 2 autres personnes liées à cet endroit, l'homme qui m'a embauché, Monsieur Solomon, et un homme qui pourrait avoir un travail comme le mien, Charlie Jeffer, non, Jeff,
je pense. Je ne sais pas si ce sont de vraies personnes. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si ce sont leurs vrais noms. S'il vous plaît? Je ne suis pas fou, je sais ce que cela semble être. Juste, venez ici, voyez la pièce, découvrez où elle était aidée là. Et j'ai entendu le bruit étouffé de la porte extérieure s'ouvrant dans le vestiaire, et j'ai cherché frénétiquement le téléphone pour arrêter l'enregistrement. Comment j'envoie? Oh non, comment je? Oh, le voilà. J'ai appuyé sur le bouton pour partager et j'ai senti une nouvelle panique monter. À qui devrais-je l'envoyer? Je n'avais qu'une poignée de contacts, et je les ai juste tous sélectionnés. Peut-être qu'au moins l'un d'entre eux le prendrait au sérieux et obtiendrait de l'aide. Alors que j'entendais la porte de la salle de surveillance s'ouvrir derrière moi, j'ai appuyé sur envoyer. Non connecté au service de données ou au Wi-Fi. Veuillez envoyer de nouveau lorsque vous serez connecté. Quoi? Non, non, non. Je me suis retourné pour voir Monsieur Solomon entrer dans la pièce. Il était flanqué de 2 grands hommes en costume sombre qui ressemblaient à des gardes du corps ou quelque chose comme ça. Levant un doigt, il l'a agité vers moi. Pas de service ici, Thomas. Mais alors, tu ne devrais jamais avoir besoin de service ici, tant que tu as suivi les règles. Ils m'ont facilement attrapé. J'ai essayé d'aller à la salle de bain et de fermer la porte, mais les 2 gardes m'ont arrêté et m'ont tiré vers le bas. Ils ont mis comment on appelle ça, des colliers de serrage sur mes poignets et mes pieds et ont mis un sac noir sur ma tête. Puis j'ai été transporté hors de la pièce, et j'ai eu l'impression qu'ils m'avaient mis à l'arrière d'une fourgonnette qui était garée juste devant le bâtiment. J'étais allongé sur ce qui semblait être une moquette fine et à l'odeur bizarre qui recouvrait une couche de métal dur en dessous. J'ai entendu quelqu'un monter dans la fourgonnette avec moi et j'ai demandé où nous allions, s'il m'emmènerait juste et laisserait Rachel partir. Il y a eu un court rire au-dessus de ma tête, puis la voix de Monsieur Solomon qui m'a dit qu'il m'expliquerait tout quand nous serions arrivés à destination. Pour l'instant, a-t-il dit, j'avais besoin de me détendre. C'est un long trajet et tu aurais besoin du repos. J'ai voulu en dire plus, mais j'ai ressenti une vive douleur dans mon cou. Il m'avait poignardé, ou non, il m'avait injecté quelque chose. Je me sentais si étrange maintenant, mais je devais rester éveillé. Je devais essayer de m'enfuir. Je devais. Bonjour encore, Thomas. J'ai cligné des yeux en commençant à regarder autour de moi. Ma bouche était sèche, ma tête me faisait mal, mais sinon je me sentais bien. Je n'étais plus attaché. Au lieu de cela, j'étais allongé sur une table rembourrée comme j'en avais vu quand j'allais chez le médecin, mais ce n'était pas un cabinet de médecin. La pièce était grande et, à part la table rembourrée, elle contenait un petit bureau, un bureau avec un écran d'ordinateur dessus, et quelques chaises. Assis dans l'une de ces chaises se trouvait Monsieur Solomon. Je me suis levé lentement, clignant des yeux vers lui. Où est-elle? Rachel va bien? L'homme a souri. Tu es vraiment quelque chose, Thomas, à essayer d'être le héros même si tu ne sais pas trop comment. Je respecte ça. Ses lèvres, il s'est penché légèrement en avant. En fait, je respecte tellement ça que j'ai décidé de commencer notre nouvelle relation avec autant d'honnêteté que possible. Certains de mes collègues ne sont pas d'accord avec cette approche, mais tu sais quoi? Qu'ils aillent se faire voir. C'est mon projet et je pense que tu mérites de savoir ce qui se passe. L'air plus sérieux, il s'est levé, soulevant le pistolet qu'il tenait nonchalamment sur ses genoux. Mais avant d'entrer dans les détails, aimerais-tu voir Rachel? J'ai glissé de la table et j'ai hoché la tête en me rattrapant de tomber. Mes jambes étaient encore tremblantes à cause de ce qu'il m'avait donné, mais je l'ai à peine remarqué. Oui, s'il vous plaît laissez-moi la voir. La vraie? Monsieur Solomon a eu un petit rire et a fait un geste vers une porte à proximité. Oui, la réalité est toujours la meilleure. Elle est juste dans la pièce voisine. J'ai trébuché en avançant, mes jambes allant mieux en marchant, et quand j'ai attrapé la poignée de porte, elle a tourné facilement. Je m'attendais à ce que la porte mène à sa chambre, mais au lieu de cela, elle s'est ouverte sur une autre pièce, un peu comme celle où j'étais, bien que les choses à l'intérieur étaient différentes. D'étranges machines remplissaient les murs, et au fond de la pièce se trouvait un grand aquarium. Je ne sais pas, c'était un grand cylindre, plus grand que moi, et il était rempli d'une sorte de liquide gris. Il y avait une forme dans ce liquide. Vas-y, Thomas. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Tu l'as bien mérité. J'ai senti mon estomac se serrait encore plus aux mots de Monsieur Solomon et à la méchanceté qu'il contenait. Mes jambes se sont de nouveau senties lourdes, mais ce n'était pas la cause des drogues cette fois. En avançant en traînant les pieds, je pouvais voir que la forme était une personne,
oh non, ou du moins un corps, parce qu'il était clair en le regardant que la personne était morte. Il était très bien conservé, mais je pouvais voir comment la peau pendait mal et avait l'air gonflée par endroits. Oh mon Dieu, non, non, non. Ses cheveux, qui flottaient comme des algues devant son visage, se sont éloignés alors que j'atteignais le verre. Je pouvais voir Rachel me regarder. Meurtrier. Je me suis retourné vers Solomon et j'ai commencé à courir vers lui quand il m'a tiré dessus. Soudain, j'étais au sol, convulsant alors qu'il s'approchait. Ne t'inquiète pas, Thomas, ça ne te tuera pas. Ça te rendra juste incapable de bouger pendant un moment. J'ai entendu d'autres pas alors que mon corps commençait à s'immobiliser. Levez-le, ramenez-le dans l'autre pièce. Je pouvais à peine sentir quoi que ce soit alors que j'étais transporté vers la table rembourrée et redressé en position assise. Cette fois, j'étais attaché, mais je suppose que c'était plus pour que je ne tombe pas, parce que je ne pouvais rien bouger d'autre que ma tête, et même cela, juste un peu. Je pouvais à peine voir à cause des pleurs, mais j'ai reconnu la forme floue de Solomon s'asseyant de nouveau devant moi. Avant que tu ne demandes, eh bien, quand tu pourras de nouveau poser des questions, oui, c'est Rachel. Pas une fausse Rachel, pas un mannequin, et pas une sorte de ruse. Comme je l'ai dit, le temps des ruses est passé, maintenant c'est le temps de la vérité. Fronçant légèrement les sourcils, il a continué. Thomas, je comprends que te montrer son corps de cette manière puisse sembler très cruel. Tu me détestes peut-être en ce moment. Je comprendrais si c'était le cas. Mais tu m'as traité de meurtrier, et au moins dans ce contexte spécifique, je pense que c'est injuste, car je n'ai pas tué Rachel. En vérité, je ne suis avec cet aspect du projet que depuis 7 ans. Il a fait un geste vers la porte derrière lui. Et Rachel est morte depuis plus de 8 ans. J'ai senti mes yeux s'écarquiller comme s'ils appartenaient au corps de quelqu'un d'autre. C'était d'autres mensonges, d'autres ruses, tout cela. Oh mon Dieu, ça devait l'être. Sais-tu ce qu'est la vision à distance? Il a levé les yeux au ciel. Désolé, c'est vrai, tu ne peux pas parler en ce moment. Je vais juste supposer que non. La vision à distance est un terme général pour la capacité de voir des choses qui sont loin de toi physiquement, de savoir des choses que tu ne devrais pas pouvoir savoir par tes 5 sens normaux. Certains la décrivent comme une capacité psychique, bien qu'il existe plusieurs écoles de pensée sur comment et pourquoi cela fonctionne. Ses yeux se sont fixés sur les miens avec insistance. Parce que cela fonctionne. Thomas, divers gouvernements et organisations privées l'ont étudié pendant très longtemps, et bien que publiquement elle soit toujours ridiculisée comme une pseudo-science et une superstition insensée, la réalité est que certaines personnes ont la capacité innée, ce qui signifie qu'elle est naturelle, de voir d'une manière ou d'une autre d'autres endroits. Rachel était l'une de ces personnes. Elle est entrée dans le programme à 17 ans, ayant été identifiée via un processus de sélection en amont qui était géré comme un test psychologique qui payait bien les sujets, à un moment où Rachel cherchait à gagner de l'argent. 3 mois après avoir été identifiée comme une bonne candidate, elle a été emmenée, après la période d'adaptation initiale, elle est devenue un atout largement conforme qui s'est rapidement hissé au sommet de notre bassin de talent. Solomon a croisé les mains sur son genou. Je sais que tu tenais à elle, Thomas, donc je pense que cela vaut la peine de le partager. Rachel n'a jamais été maltraitée, à part son confinement et le test occasionnel qui était légèrement désagréable. Non, nous la chérissions tous. Elle était énormément talentueuse, pas seulement en tant que visionneuse à distance mais en tant qu'artiste. C'est ainsi qu'elle transmettait ce qu'elle voyait, tu comprends? Elle entrait dans un état presque de transe quand elle peignait, et quand elle avait fini, elle nous avait donné un tableau d'images et de mots qui fournissaient. Eh bien, c'était des informations très précieuses. Si tu te posais la question, c'est pourquoi on a toujours fait si attention à ce que les tableaux ne soient jamais montrés à la caméra. Piochant sur son pantalon, il a continué. Rachel était si talentueuse qu'elle a été sélectionnée pour un nouveau programme dont nous pensions qu'il pourrait grandement améliorer ou altérer sa capacité. Nous avons introduit quelque chose d'étranger dans son corps. En fait, la précision de sa vision à distance diminuait, ce qui était un problème pour nous et pour elle. Mais nous avons ensuite réalisé que nous lisions mal les nouvelles peintures. Elle était capable de voir plus clairement que jamais, elle n'était plus limitée aux événements actuels. Maintenant, sa vue transcendait le temps. Il a fait une pause, et j'ai réalisé qu'il prenait plaisir à raconter l'histoire. Le salaud passait un bon moment, faisant une pause pour la rendre plus dramatique. Je le tuerai, putain. Eh bien, cela a rendu certaines de ses peintures moins immédiates, utiles.
Elles sont devenues beaucoup plus précieuses à mesure que nous étions capables de les déchiffrer. Pendant un certain temps, il a semblé que tout fonctionnait mieux que nous ne l'avions jamais espéré. Ses lèvres se sont amincies. Et puis, un jour, elle a montré un tableau à la caméra. Il disait, « S'il vous plaît aidez-moi, Thomas ». Cela a immédiatement déclenché toutes sortes de signaux d'alarme. Elle savait qu'il ne fallait pas montrer de tableau à la caméra et maintenant elle essayait de communiquer avec quelqu'un. Nous n'avons pas perturbé sa routine, mais une enquête intensive a commencé pour savoir à qui elle parlait. Était-ce l'un de ses manipulateurs? Un des techniciens? Quelqu'un de sa vie passée? Mais rien n'a correspondu. Se penchant en arrière dans sa chaise, un regard de fierté a grandi sur le visage de Solomon alors qu'il continuait. C'est moi qui ai d'abord suggéré l'idée qu'elle voyait, intentionnellement ou non, en connaissance de cause ou non, et parlait à quelqu'un du futur. J'étais encore consultant externe à l'époque, mais à ce moment-là, nous avions d'autres comportements étranges de sa part, y compris le deuxième message peint, « Cette fille n'est pas moi ». Ma théorie avait un certain sens, mais elle s'est très vite heurtée à un plus grand obstacle. L'introduction du matériel étranger n'avait pas été aussi transparente que nous l'avions espéré. Bien qu'elle ait été stable pendant près de 3 ans depuis son implantation, que ce soit en raison de son trouble émotionnel et de son stress croissant ou simplement du passage du temps, elle a soudainement commencé à se détériorer. Son travail est devenu plus erratique et difficile à comprendre à mesure que son corps commençait à décliner. Nous surveillons de près sa santé, mais cela n'a pas eu d'importance. 5 jours après avoir peint La fille n'est pas moi, elle a soudainement fait un arrêt cardiaque et est morte, de manière quelque peu inexplicable. Nous n'avons pas pu la réanimer. Ce fut une grande perte, et cela a nécessité des ajustements à ma théorie. D'après tout ce que nous savions, il était toujours logique qu'elle parlait à quelqu'un ayant accès au flux de la caméra, et très probablement quelqu'un nommé Thomas. Si Thomas regardait ces images de la caméra dans le futur, comme je le croyais, alors il devait travailler pour nous dans le futur. Il m'a donné un fin sourire et a dit, « Que tu crois que l'avenir est gravé dans la pierre ou non, je suis tout à fait pour donner un coup de main. » Il y a 7 ans, j'ai commencé le projet Thomas. Au cours de cette période, j'ai supervisé le dépistage et l'embauche de 43 hommes nommés Thomas sur plusieurs sites différents, tous avec un seul travail très spécifique. Regardez les vidéos de Rachel juste avant l'implant jusqu'au moment de sa mort. J'ai essayé de parler, mais ma bouche ne fonctionnait toujours pas. Je voulais dire qu'il mentait, que c'était une autre ruse, mais je pense que je voulais l'entendre par moi-même parce que je ne pensais pas qu'il mentait. Je ne pensais pas que c'était une ruse, et je pensais que je commençais à comprendre. Le but n'était pas vraiment qu'il regarde les vidéos, bien sûr. C'était la façon dont il réagissait en regardant les vidéos, ce qu'il faisait, et comment cela correspondait à ce que Rachel avait fait en réponse. Dans le passé, 13% ont démissionné après le premier jour. 38% ont appuyé sur le bouton rouge ouvert après le premier message, après avoir demandé de l'aide et avoir dit leur nom. 22% ont tenté de contacter les autorités avant d'atteindre le stade où Mélanie a été introduite. Il a secoué légèrement la tête. J'aimerais pouvoir m'attribuer le mérite de son introduction, mais ce n'était pas ma suggestion. Nous avons supposé d'après le message La fille n'est pas moi qu'un double de Rachel t'était présenté à un moment donné, peut-être pour te tuer ou te dissuader ou découvrir ce que tu savais. Mais il a fallu quelques essais jusqu'à ce que nous pensions qu'il était bien peaufiné, et comme je l'ai souligné, seulement 27% sont allés aussi loin, et tous ont échoué au test suivant. Il a pointé du doigt vers moi. Son nom, tu vois, la fille que tu as regardée, cette talentueuse, merveilleuse fille dont le corps est conservé dans la pièce voisine, son nom était Rachel Donovan. Je me suis toujours demandé si Rachel te voyait simplement ou s'il y avait une sorte de connexion entre vous deux. Quand tu as appelé Mélanie Rachel, j'ai su que nous avions enfin trouvé le bon Thomas, le point de lumière lointain que notre Rachel regardait à travers l'espace et le temps. J'ai avalé ma salive et j'ai constaté que je pouvais sentir ma langue, ne serait-ce qu'un peu. Bafouillant mal, j'ai poussé un seul mot, pourquoi ? Solomon a eu l'air surpris. J'aurais pensé que ce serait clair maintenant. Tu es notre seul lien restant avec l'un de nos plus grands trésors. Peut-être as-tu une capacité similaire, ou il se peut qu'elle ait forgé le lien uniquement par son propre talent et sa propre volonté, mais de toute façon, tu es important, et tu as plus de travail à faire. Il s'est levé et s'est dirigé vers la table où il a allumé le moniteur. Quand il s'est allumé, j'ai vu que c'était une image figée de la chambre de Rachel, une cassette mise en pause là où je m'étais arrêté de regarder. Se tournant vers moi,
l'homme avait l'air solennel. Tu dois regarder le reste, car Rachel t'a peint plus de tableaux avant de mourir, et nous devons savoir ce qu'ils signifient. J'ai passé les 5 jours suivants à regarder Rachel mourir de l'extérieur, juste en regardant le moniteur. Cela ne semblait pas si différent de ce que je venais de regarder pendant les 3 dernières années. Rachel dormait, elle regardait la télévision, elle lisait et elle peignait. Mais il y avait des signes si vous les cherchiez. Elle avait l'air fatiguée et tendue, et elle avait pris l'habitude de dormir plus et, de temps en temps, juste de temps en temps, elle levait les yeux vers la caméra, vers moi. C'est alors que je pouvais voir la peur et la tristesse dans ses yeux. À l'intérieur, eh bien, à l'intérieur, je me sentais comme une maison brûlée, s'effondrant sur elle-même. Au début, j'ai refusé de regarder, de faire quoi que ce soit qu'il voulait que je fasse. Salomon ne s'est pas fâché contre moi, mais a juste haussé les épaules. Il a dit que si la coopération était préférée et pouvait grandement contribuer à rendre mon séjour avec eux plus confortable, elle n'était pas requise. S'il avait raison, avait dit Salomon avec un fin sourire, les choses se dérouleraient comme elles étaient censées se dérouler, peu importe ce que je voulais ou pensais. J'ai choisi de toute façon. Il a dit que la vidéo allait recommencer et ne s'arrêterait pas pendant encore 5 jours. Que je veuille passer ce temps à la revoir dépendait entièrement de moi. J'ai essayé de ne pas regarder, mais une partie de moi a su dès le début que j'allais le faire. Peut-être que je trouverais un indice qu'il mentait sur le fait qu'elle était morte, ou que Rachel pourrait me donner des conseils ou un avertissement sur ce que je devais faire ensuite. Je ne savais pas quoi. Je savais que je ne pouvais pas manquer l'occasion de la revoir, et malgré le fait de savoir dans mon cœur qu'elle était morte et que tout ce qui était sur la vidéo s'était passé il y a longtemps, je sentais toujours qu'en regardant, j'étais avec elle d'une manière ou d'une autre. Elle avait été enlevée à tout ce qu'elle connaissait alors qu'elle était à peine adulte, piégée pendant des années juste pour être spéciale, sur laquelle on expérimentait, traitée comme une propriété, empêchée d'avoir des amis, de la famille ou une vie. Et pourtant, malgré tout cela, elle était toujours belle. Une partie de moi était due au fait que je ne savais pas ce que cela signifiait, et je ressentais un sentiment croissant de désespoir à l'idée que les dernières œuvres de Rachel puissent être gâchées sur moi. Une partie était due au fait que je savais que cela faisait 5 jours et que je pouvais sentir que j'étais proche de la fin, de sa fin. Mais il y avait aussi quelque chose de plus que tout cela. Le dernier tableau, même avec tout le reste dans ma tête et mon cœur qui me tirait vers le bas, me donnait de l'espoir. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai commencé à penser que peut-être le seul message que Rachel avait pour moi dans ce dernier tableau était que, d'une manière ou d'une autre, quelque part, tout irait bien. Hors du bord du tableau, je pouvais voir du mouvement dans la pièce, des gens qui entraient en hâte avec une sorte d'équipement médical. Et puis le moniteur est devenu noir. Tu as bien fait, Thomas. Très, très bien. Pour les 5 derniers jours de vidéo, nous avions repéré 1047 micro-variations dans le comportement de Rachel que nous pensions correspondre à ton comportement, à tes réactions et à tes états émotionnels en regardant la vidéo. Comme avant, vous deux êtes restés synchronisés, comme si vous étiez dans la même pièce. C'est vraiment remarquable. Je me suis assis, fixant Salomon. J'ai écouté ce qu'il disait, mais je m'en fichais. Je voulais juste que ce soit fini, quoi que ce soit, je voulais juste que ce soit fini. S'éclaircissant la gorge, il a continué. C'est pourquoi nous avons décidé de déplacer l'implant du corps de Rachel vers le tien. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous l'avons préservé. Le corps étranger montrait toujours des signes de vie tout ce temps, mais à peine, et nous avions peur de tenter de le retirer. Notre espoir est que, étant donné ta connexion avec Rachel, il t'acceptera, peut-être même qu'il s'épanouira en toi plus qu'il ne l'a jamais fait chez notre fille. J'étais soudainement debout, et ce n'est que la levée du pistolet de Salomon qui m'a empêché de l'attaquer. Ne parlez pas d'elle comme ça, putain. Comme si vous vous en foutiez d'elle. Je vais vous tuer, putain. Le visage de Salomon s'est légèrement assombri alors que ses lèvres s'amincissaient. Non, tu ne le feras pas. Mais si les menaces en l'air te font te sentir mieux, vas-y. Cela ne fera que rendre les choses plus difficiles, pas plus faciles. Sentant une pointe de peur panique, je me suis rassis. C'est quoi cette chose que vous allez me mettre? L'homme m'a regardé pendant plusieurs secondes avant de répondre. Je suis tenté de ne pas te le dire après ton accès stupide, franchement, blessant. Poussant un petit soupir, il a continué. Thomas, quelque part, il y a un arbre très spécial. Nous pensons que c'est le même arbre que Rachel a peint pour toi cette fois-là, bien que nous ne puissions pas en être sûrs car nous n'avons jamais pu le trouver. Il est soit très bien caché,
soit il est capable de se cacher de ceux qu'il désire. Je l'ai juste regardé, essayant de le tuer en voulant juste que ce soit le cas. En tout cas, nous avons la meilleure chose suivante, une ancienne bouture de l'arbre, sécurisée à grands frais et sacrifices et étudiée pendant longtemps sans grand succès. Nous avons, cependant, ces dernières années, reçu le conseil que cette bouture pourrait être cultivée dans le bon sol. Nous pensions que ce sol était Rachel, mais bien qu'elle se soit développée davantage en elle est morte avant que la croissance nécessaire ne soit terminée. Se penchant en avant, il m'a souri. Nous avons de très bonnes raisons de penser, cependant, que tu pourrais réussir là où elle a échoué. Je me suis battu quand ils sont venus, mais cela n'a pas eu d'importance. Je me suis réveillé quelque temps plus tard avec une douleur sourde dans ma poitrine et une petite cicatrice déjà en train de guérir sur le haut de mon estomac. Je ne me sentais pas vraiment différent, à part la petite douleur, mais je savais que cela changerait avec le temps. J'avais plus de temps que Rachel, ou peut-être moins. Cela n'avait pas d'importance. J'ai juste, attends, qu'est-ce que c'était? Il y avait une sorte de voix douce venant d'eux, elle n'était pas dans la pièce. Elle était dans ma tête. J'ai ressenti un frisson d'excitation. C'était peut-être la voix de Rachel? Était-elle restée d'une manière ou d'une autre dans l'arbre qu'ils avaient mis en moi? Mais non, je n'avais jamais entendu la voix de Rachel. Mais j'ai senti que ce n'était pas ça. Cette voix était trop délicate pour être vraiment entendue ou non entendue, et elle me rappelait la musique venant d'une pièce lointaine que l'on ressent au fond de son esprit sans s'en rendre compte. C'était une mélodie, une sorte de chanson, mais ce n'était pas la chanson de Rachel. J'ai réalisé avec un frisson que c'était la chanson de la chose en moi. Au début, j'ai eu peur, mais cela n'a pas duré longtemps. Elle n'essayait pas de me faire du mal. Elle était piégée ici, tout comme moi. Mais elle a commencé à chanter. Il était temps pour nous d'être libres. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la porte. Les lumières se sont éteintes. La porte devant moi a cliqué, et quand j'ai tendu la main et tourné la poignée dans l'obscurité, elle s'est ouverte facilement. Comment est-ce possible? Et si elle pouvait faire ça, pourquoi n'avait-elle pas aidé Rachel à s'enfuir? Il n'y avait pas de réponse, mais il n'y avait pas de temps non plus. J'entendais déjà des bruits de bottes au coin du couloir alors que la lueur des lampes de poche commençait à éclairer l'autre bout du couloir. Il m'y traînerait de nouveau, m'enchaînerait, ou enlèverait cette chose de mon corps avant que nous puissions nous échapper. Si je voulais m'en sortir, c'était maintenant. La voix chantait de nouveau, me poussant à m'enfoncer davantage dans l'obscurité, à courir jusqu'à ce que nous soyons en sécurité. Alors j'ai écouté et j'ai couru. Chaque porte s'est déverrouillée pour moi. Chaque virage me maintenait à peine hors de vue. Les gens qui me cherchaient aboyaient des ordres sur une radio, demandant à quelqu'un pourquoi le générateur tardait à se mettre en marche. Quelle que soit la réponse, le couloir est resté sombre pendant que j'y dérivais, aveugle mais ne tombant pas, perdu mais ne me faisant pas trouver. Quand j'ai atteint la dernière porte, je l'ai ouverte sur un après-midi lumineux. Mes poumons ont un peu brûlé à cause du premier air frais et non recyclé que j'avais respiré en une semaine. Clignant des yeux, j'ai attendu que la voix me dise où aller, mais elle était devenue silencieuse. J'ai fermé la porte alors que la panique commençait à monter dans ma poitrine. Tout ça, et je me ferais attraper parce que je ne savais pas où aller. J'étais à l'extérieur d'un simple bâtiment marron au milieu de nulle part. Il y avait une route qui partait vers la droite, et à gauche, il y avait la forêt de Rachel de sa première peinture pour moi. J'ai su que c'était la même forêt immédiatement, et pas seulement parce qu'elle ressemblait si étroitement à la peinture. J'avais un sentiment étrange qui ressemblait à une sorte de magnétisme, ou à la façon dont les oiseaux savent dans quelle direction voler. En regardant autour de moi pendant une seconde, j'ai eu l'impression d'être tiré quand j'ai regardé de nouveau ces bois. C'était la bonne direction. D'une manière ou d'une autre, je savais que c'était le chemin que je devais prendre, alors je suis parti. J'avais atteint la lisière de la forêt quand j'ai entendu le bruit des hommes qui sortaient du bâtiment. J'ai pensé à me cacher, mais je savais que c'était une mauvaise idée. Ils me rattraperaient, et j'ai ressenti un élan à m'enfoncer plus profondément dans les bois. J'ai foncé, courant à une vitesse presque imprudente, mais ne trébuchant jamais alors que j'avançais. J'entendais de temps en temps un bruit derrière moi alors qu'ils se dispersaient pour chercher, mais les sons s'affaiblissaient au fur et à mesure que je courais. J'ai presque cru que je les avais perdus pour de bon quand j'ai entendu une courte toux qui était étouffée à ma gauche. Quelqu'un s'était approché sans que je le sache. Paniqué, j'ai cherché n'importe quel endroit où je pouvais me cacher. Il n'y avait que des buissons et des arbres, et là-bas, un puits. Pas juste un puits, mais le puits de Rachel,
avec les mêmes murs de pierre grise usée surmontés d'un couvercle en bois altéré. J'ai ressenti un moment de reconnaissance heureuse, mais il s'est estompé. En quoi cela aidait-il? Il vérifierait le puits s'il le trouvait, et je n'avais aucun moyen d'y descendre sans me blesser ou rester coincé. Puis une idée m'a frappé. M'accroupissant bas et restant dans le buisson, je me suis déplacé vers le puits et j'ai poussé délicatement le couvercle. Au début, il a résisté, mais quand j'ai poussé un peu plus fort, le cercle en bois s'est glissé assez loin pour que l'on puisse clairement voir que quelqu'un l'avait déplacé. Jetant un coup d'œil autour de moi, je suis revenu dans les buissons en entendant des pas doux s'approcher. Il faut vérifier ça. Tu penses qu'il est descendu dans le puits? Mieux vaut espérer que non, il s'est probablement cassé le cou s'il l'a fait, et alors ce sont nos fesses. Je pouvais voir les deux hommes s'approcher, tous deux vêtus d'un gilet pare-balles sombre et portant des fusils d'assaut. L'aîné des deux a haussé les épaules vers l'autre. Mieux vaut ça que s'il se cache là-dedans et qu'on n'a pas vérifié. L'air irrité, le plus jeune homme a hoché la tête. Je vais regarder. Il est allé vers le puits et a poussé le couvercle en bois de côté, le faisant s'écraser au sol. Appuyant sur un bouton de son fusil, une lampe de poche s'est allumée sur le canon. Il a commencé à l'éclairer dans le puits pendant que l'autre continuait de regarder dans toutes les directions. J'avais peur qu'il me voie si je bougeais, mais je ne pouvais pas attendre. Je devais juste rester calme, penser lentement et bouger vite. Je m'attendais à tout moment à les entendre crier ou à sentir quelque chose ou quelqu'un me frapper dans le dos, mais rien n'est venu. Alors que la lumière de l'après-midi commençait à faiblir, j'ai vu que les arbres s'éclaircissaient devant. Je m'approchais d'une route. Elle ressemblait aussi à une route publique normale, avec plusieurs voitures qui passaient dans un sens ou dans l'autre. En sortant de la forêt et en remontant la colline jusqu'à l'asphalte, l'idée de faire de l'autostop, surtout si près de l'endroit où il m'avait retenu, était effrayante. Mais je voyais peu de choix. Je portais un pantalon de survêtement et un t-shirt qu'il m'avait donné, et mes propres chaussures, mais je n'avais pas d'argent, pas de pièce d'identité ni de téléphone. Ma seule chance était de m'éloigner suffisamment pour pouvoir essayer d'obtenir de l'aide. J'ai sursauté légèrement au sifflement des freins hydrauliques alors qu'un grand semi-remorque s'est arrêté à côté de moi. La vitre passager s'est baissée et un homme plus âgé avec des cheveux blancs et une moustache grisonnante s'est penché et m'a regardé. « Tu as l'air perdu, fiston. Tu as besoin d'un trajet ?» J'ai regardé la porte du camion. Il y avait un logo qui disait « Martinez et son S-Construction Endoligne ». En dessous, il y avait un dessin d'homme frappant un mur avec un marteau de charpentier. En relevant les yeux, je lui ai souri. « Oui, monsieur, j'en ai besoin. » Je me suis réveillé 5 heures plus tard alors que nous nous arrêtions à un relais routier quelque part au Nevada. J'avais prévu de rester éveillé pendant tout le voyage, mais cela n'a duré que quelques minutes avant que l'épuisement ne me submerge. J'ai jeté un coup d'œil à Oliver Martinez et il m'a fait un grand sourire. « Je suis fatigué, mais toi, tu étais complètement claqué. Je dois faire le plein, prendre une douche et manger un morceau. Je continue vers la Californie après ça. Si tu veux continuer, reviens ici dans 1 heure. Ça te va ?» J'ai hoché la tête et je l'ai remercié de nouveau pour le trajet en sortant. J'avais l'esprit embrumé par le sommeil, mais sinon j'allais bien. J'avais juste besoin de décider si c'était un bon endroit pour demander de l'aide ou si je devais rouler plus loin avec Martinez. Il avait l'air d'être un homme très gentil, et il essaierait probablement d'aider s'il le pouvait, mais je voulais éviter de mettre plus de gens en danger si je pouvais l'éviter. En regardant autour de moi, j'ai vu que nous étions dans une jolie petite ville. J'ai décidé que j'allais me promener pendant quelques minutes et ensuite décider quoi faire. Je n'étais qu'à 3 pâtés de maison quand j'ai vu le scintillement des lumières au loin. C'était un cinéma. En me rapprochant, j'ai senti ma poitrine se serrer. C'était celui du tableau de Rachel. « Salut, bienvenue à Phoenix. » Le gars qui se tenait au comptoir du cinéma avait l'air un peu plus jeune que moi, et bien qu'il ait l'air assez amical, il semblait aussi légèrement inquiet. « Si tu es là pour le double programme d'horreur, j'ai peur que le 2e film ait déjà commencé il y a environ 30 minutes. Je peux te faire une réduction de moitié prix si tu veux le voir, cependant. » J'ai secoué la tête et j'ai essayé de ne pas avoir l'air aussi étrange et fou que je me sentais. « Non, c'est bon. Eh bien, j'ai reconnu cet endroit sur un tableau qu'une de mes amies a peint, alors je suis venu pour demander si vous saviez quelque chose à son sujet. » Il a haussé les sourcils et a haussé les épaules. « Ok, bizarre. » Il a souri et a ajouté, « Bizarre mais intéressant. » « Qui est-elle » J'ai dégluti. « Son nom est, eh bien, c'était Rachel Donovan. »
Je m'attendais à ce qu'il ait l'air surpris, excité ou en colère, mais j'ai pu voir tout de suite que le nom ne lui disait rien. Secouant la tête, il a haussé les épaules de nouveau. Désolé, ça ne me dit rien. Je dirais que tu pourrais demander au propriétaire, mais il est en vacances cette semaine. Hocha de la tête, j'ai cherché dans mon esprit quelque chose d'autre à demander, un moyen de rendre cet endroit important comme ces autres tableaux l'avaient été. Y a-t-il quelque chose d'unique à propos de cet endroit, alors? Son histoire ou quelque chose? L'homme a souri. Mon pote, tu n'es clairement pas d'ici. Cet endroit est super ennuyeux, pas seulement le cinéma, mais toute la ville. Fronçant les sourcils en réfléchissant, il a ajouté, la seule chose que je sais sur l'histoire de cet endroit, c'est qu'il y avait une maison ici qui a brûlé. C'était dans les années 20 ou 30, quand ce n'était même pas une partie de la ville. Je ne pourrais pas t'en dire plus, mais je parie quand même que c'est la chose la plus intéressante qui soit jamais arrivée ici. J'ai laissé échapper un soupir déçu. D'accord, eh bien, merci. Je me suis tourné pour partir quand le gars a de nouveau appelé. Et mec, je suis désolé de ne pas avoir pu t'aider davantage. Si tu reviens, je te ferai une réduction sur un film, moitié prix si je ne travaille pas. Dis-leur que Marshall a dit que c'est bon. J'ai fait un signe de la main et j'ai essayé de sourire en me dirigeant vers la porte le cœur lourd. Pourquoi m'as-tu conduit ici, Rachel? Qu'est-ce qui est ici qui peut m'aider? J'étais de nouveau dehors, fixant les enseignes lumineuses clignotantes du cinéma, comme si elles allaient me donner une sorte de signal secret, quand j'ai remarqué un mouvement du coin de l'œil. Il y avait une ruelle qui longeait le cinéma et allait derrière vers quelque chose. Quoi qu'il y ait derrière, la lumière d'une lampe de sécurité lointaine projetait des ombres le long du mur de la ruelle, et ces ombres bougeaient. Au lieu de me sentir effrayé, je me suis senti excité en m'engageant dans la ruelle. Rachel m'avait conduit ici, et je devais juste faire confiance qu'il y avait une raison à cela. J'ai continué d'avancer jusqu'à ce que Les ombres étaient faites par des feuilles qui soufflaient dans un vent que je ne pouvais pas sentir. En arrivant au bout de la ruelle, j'ai vu qu'il y avait un petit arrière-cour derrière le cinéma, entouré d'une clôture en grillage, et de l'autre côté de cette clôture se trouvait l'arbre du tableau de Rachel, avec son écorce sombre et rouge tordue et la mousse de feuilles vertes qui se balançait dans l'air de la nuit. J'ai ressenti une vague de chaleur dans ma poitrine alors que le chant lointain recommençait. C'était l'endroit, l'arbre spécial qui ne pouvait pas être trouvé à moins qu'il ne veuille que vous le trouviez. Il était assis à la lisière d'un petit terrain envahi par la végétation, entouré de tous côtés par des bâtiments et des cours, d'une manière ou d'une autre oublié lorsque la terre qu'il avait autrefois été a été divisée. Et malgré son emplacement, j'avais le fort sentiment que j'étais le premier à le voir depuis très longtemps. En escaladant la clôture, j'ai senti un fil dentelé s'enfoncer dans ma jambe et déchirer mon pantalon alors que je tombais par-dessus le sommet. Je saignais un peu, mais je l'ai à peine remarqué. Je pouvais sentir l'odeur de l'arbre maintenant, et c'était une odeur riche et agréable, contrairement à tout ce que j'avais senti auparavant. Tendant la main vers lui, j'ai senti le chant devenir plus fort. En le touchant, je me suis senti plus fort et moins effrayé. Puis, quand j'ai vu la lumière s'ouvrir à ses racines, je n'ai pas tremblé. J'ai souri. Il y avait un tunnel caché sous l'arbre, un tunnel rempli d'air doux qui ressemblait à l'odeur de l'arbre, mais aussi différent. Et le tunnel n'était pas sombre. Non, pas du tout. Il brillait de sa propre lumière dorée qui m'appelait, me pressait d'avancer. La pluie commençait à tomber alors que je regardais le terrain sombre. J'ai eu la pensée que je laissais ce monde derrière moi, et j'ai trouvé que cela ne me dérangeait pas beaucoup. Le tunnel avait continué de grandir, s'inclinant doucement vers le bas et assez haut pour que je puisse y marcher sans me baisser. Les racines de l'arbre continuaient, tissées à travers les murs de terre. En m'enfonçant, j'ai regardé en arrière et j'ai vu que le tunnel s'était refermé derrière moi, mais je n'ai pas été surpris. Le chemin vers l'avant était le seul qui comptait. J'ai marché pendant ce qui a pu être des heures, mais je ne me suis jamais senti fatigué ou affamé, et je ne me suis jamais inquiété d'être perdu, bien que je n'ai aucune idée d'où j'étais ou d'où j'allais. Pourtant, j'ai ressenti une vague de bonheur et d'excitation quand j'ai tourné un coin et que j'ai vu quelque chose dans le tunnel devant. En me rapprochant, j'ai réalisé que c'était un mur de briques, mais juste au moment où je commençais à penser que j'avais trouvé une impasse, le mur s'est estompé, révélant une pièce sombre. J'ai fait une pause au bord du tunnel, regardant le sol de ce qui ressemblait à un sous-sol. Il était vide, mais à la lumière de l'arbre, je pouvais distinguer quelque chose de gravé dans le sol. C'était le chiffre 2. J'ai senti mon pouce accélérer en repensant au tableau de Rachel avec les sièges de cinéma, puis je suis entré dans la pièce.
C'était le sous-sol vide d'une maison, et en montant les escaliers et en ouvrant la porte, j'ai vu que le reste de la maison était vide aussi. Aucune lumière n'était allumée, mais la lumière du soleil brillante entrait par chaque fenêtre, et au loin, j'entendais ce qui ressemblait à de petites vagues s'écrasant sur une plage. Je voulais sortir et voir où j'étais, mais je me suis forcé à vérifier d'abord la maison pour voir s'il y avait des gens ou des indices. Mais il n'y en avait pas. La maison était complètement vide de tout signe de personnes autres que les chiffres gravés dans le sol en dessous. Mon nez a picoté avec l'air salin alors que je sortais. La maison était près de la plage sur ce que j'ai vite compris être une petite île déserte. J'ai réalisé avec peu de surprise que je reconnaissais la maison du tableau de Rachel. En sortant du porche, je n'ai vu aucun signe de personne, mais je n'étais pas entièrement seul, car assis à une certaine distance de la maison se trouvait l'arbre. Je savais que ce ne pouvait pas être le même arbre que sur le terrain abandonné, mais en même temps, je savais que c'était le cas, ou du moins une partie différente du même arbre qui faisait les tunnels et apparaissait dans mon ancien monde et dans n'importe quel endroit que c'était. Parce que j'avais commencé à avoir cette pensée dès que je suis sorti de la maison. Je ne pensais pas que c'était mon monde, pas exactement. Je pouvais voir une plus grande île à une certaine distance, et il pourrait y avoir des gens dessus, des hôtels et des voitures et des avions, ou pas, car ces choses pourraient ne pas exister ici non plus. Quoi qu'il en soit, mon intuition nouvellement acquise devenait plus forte, et je pouvais dire que comment ça s'appelait. Lacon, non, la texture des choses était différente d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce qu'un peu. Pas mauvaise ou effrayante, juste différente. Pourtant, après quelques heures à explorer l'île et à vérifier la maison, j'ai commencé à me sentir terriblement seul, même avec l'arbre à proximité. J'ai décidé de retourner dans le tunnel et de continuer. Le mur du sous-sol s'est estompé alors que je m'approchais, et je suis entré de nouveau dans les tunnels. Ce n'est que peu de temps après que j'ai trouvé ma deuxième version de la maison. Tout comme la première, le mur s'est estompé dans un sous-sol, mais celui-ci était loin d'être vide. C'était un atelier d'une sorte, plein d'outils que je ne connaissais pas. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu 43 gravés sur le sol. Qui faisait ça et pourquoi? J'allais explorer la maison plus attentivement cette fois, car il semblait qu'il y avait des gens ici, mais je me suis figé. Appuyé contre le mur de briques à côté d'une petite pile de planches se trouvait un marteau de charpentier. Essayant d'être silencieux, j'ai rampé et je l'ai ramassé avant de retourner dans le tunnel. Quand j'étais petit, avant que papa ne meure, il adorait chasser. Je ne suis jamais allé avec lui et je ne me souviens pas de ce qu'il chassait, mais je sais qu'il avait un vieux chien de chasse qu'il avait depuis avant ma naissance. Le chien n'avait aimé que lui, enfin, lui et être sur la piste de quelque chose. Son nom était Rockefeller. Il a une odeur. C'était comme s'il était en transe. Il allait et venait dans tous les sens, et à le regarder, on aurait dit qu'il faisait une crise, à la fois perdu et certain en même temps. Mais quoi que Rock sache ou ne sache pas, il trouvait toujours ce qu'il cherchait. Je me sentais comme Rock maintenant. Je me déplaçais de plus en plus vite en tournant par ici et par là. J'avais l'impression d'être sur la piste de quelque chose ou de voyager sur des souvenirs que je n'avais pas. Serrant fermement le marteau de charpentier, je pouvais entendre le bourdonnement croissant de la musique lointaine dans ma tête alors que je tournais le dernier coin, puis il est devenu silencieux. Il y avait un autre mur de briques, et quand je me suis approché, il est tombé. C'était une autre pièce de sous-sol, mais celle-ci était beaucoup plus petite. Elle contenait une table, un coffre à vêtements et un vieux lit en métal qui avait été brisé. Au mur de briques du fond, une femme utilisait l'une des jambes en métal du lit pour attaquer le mur et tout ce qui se trouvait derrière. J'ai senti ma tête commencer à tourner en la regardant de dos, et alors qu'elle se tournait pour me regarder, les yeux écarquillés de surprise et de peur, j'ai senti le marteau de charpentier glisser de ma prise alors que je trébuchais contre le mur maintenant solide. Je pouvais à peine respirer, mais j'ai réussi à sortir un seul mot, « Rachel ?» La femme m'a regardé, son expression moins effrayée mais toujours sur ses gardes. « Oui, je te connais ?» Elle avait la jambe de lit partiellement levée en guise d'avertissement. C'était elle, mais ce n'était pas le cas. Tout comme l'arbre sur l'île, cette Rachel avait l'air un peu plus âgée, et bien qu'elle ait l'air stressée et confuse à ce moment-là, ses yeux ne semblaient pas alourdis par la même tristesse tranquille que j'avais appris à reconnaître en regardant l'autre Rachel pendant tout ce temps. Pourtant, je ne savais pas comment répondre à sa question et ne pas avoir l'air effrayant ou fou. Je l'ai regardée pendant une seconde, me débattant, quand elle en a posé une autre. « Tu es sorti du tunnel de l'arbre, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, reconnaissant d'avoir quelque chose à quoi je pouvais répondre facilement. « M'étudiant,
Elle a dit, d'où viens-tu avant le tunnel, je veux dire? J'ai rougi en essayant de trouver les bons mots. Eh bien, je viens du Texas à l'origine. Elle m'a souri pendant une seconde avant de se reprendre et d'essayer d'avoir l'air sérieuse. Oui, d'accord, mais en fait, tu sais comment l'arbre fonctionne? Comment as-tu découvert le tunnel? Comment es-tu arrivé ici? Soupirant, je me suis frotté la tête et je l'ai juste regardé. Écoute, je sais que cela va paraître fou, mais j'avais un travail où je regardais une femme piégée dans une pièce, et cette femme était toi, ou une autre version de toi, et elle m'a demandé de l'aide, et je n'ai pas pu l'aider, et j'ai découvert qu'elle était morte depuis longtemps mais qu'elle pouvait me voir dans le futur. Et puis ils m'ont mis quelque chose de l'arbre qui était en elle et qui l'avait tuée, et puis je me suis échappé. Et puis j'ai découvert où aller pour trouver l'arbre à partir de choses qu'elle avait peintes, et je savais d'une manière ou d'une autre comment entrer dans les tunnels pour trouver différents endroits, et je suis presque sûr que les tunnels mènent à différents mondes, et j'ai eu ce marteau de charpentier, et puis j'ai... Stop. Bon sang, respire, tu vas t'évanouir. Elle souriait de nouveau, et cette fois, elle n'a pas essayé de le cacher. Elle a regardé ce qui restait du lit jusqu'à l'endroit où le marteau de charpentier était posé sur le sol. Et tu as dit marteau de charpentier? Alors oui, je te crois. J'ai été dans ces tunnels aussi. Mon ex-petit ami m'a trompé pour que je déménage ici afin qu'il puisse m'attacher à l'arbre chez lui. Enfin, pas m'attacher à l'arbre littéralement, prendre sa place en tant que le copain de l'arbre ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas vraiment, mais tout ça est assez foutu et je ne comprends pas tout. Mais ce que je comprends, c'est qu'il m'a emmuré ici. Au début, j'ai pensé que je pourrais simplement détacher quelques briques avec le temps, mais non, il a mis une couche de béton à l'extérieur cette fois. Ce bon vieux Phil ou Justine ou peu importe, je pense surtout à lui comme à un visage de merde maintenant. Ça prend une éternité. Je me suis avancé et j'ai mis ma main sur le marteau de charpentier. Laisse-moi faire pendant un moment. On peut se relayer. Nous avions enlevé encore plus de briques qu'elle n'avait déjà réussi, mais le mur de béton ne commençait qu'à montrer de petites fissures. Je voulais juste continuer à la regarder, qu'elle me parle, mais je savais qu'elle était fatiguée. Elle a hoché la tête à contre-cœur et a lâché le marteau. Avant que je ne frappe, je l'ai regardée. Depuis combien de temps es-tu enfermée ici comme ça, Rachel? Rachel a froncé les sourcils. C'est difficile à dire avec certitude, mais je pense environ 8 mois. J'ai laissé tomber le marteau de nouveau alors que mes yeux s'écarquillaient. Comment as-tu survécu tout ce temps? Son froncement de sourcils s'est approfondi. C'est l'arbre. Il ne me laisse pas mourir. Je vais juste dans le tunnel tous les jours pendant un petit moment et je n'ai jamais si faim ou soif. Une pensée m'est venue alors. Pourquoi ne t'es-tu pas simplement échappé par les tunnels? Elle a rapidement secoué la tête. Non merci. J'en ai assez de voir d'autres mondes. Certains d'entre eux ne sont pas si agréables et je ne veux pas être plus lié à cet arbre que je ne le suis déjà. Je veux juste sortir d'ici et aller dans mon propre monde, puis je pourrai essayer de trouver comment me libérer de ma connexion avec l'arbre pour de bon. Elle a haussé les épaules. Je l'aurais fait un jour ou l'autre avec les stupides morceaux de lit, mais qui sait combien de temps cela aurait pris. Elle a souri de nouveau. Je suis très heureuse que tu sois venu m'aider et que tu aies apporté un marteau de charpentier avec toi. Rendant son sourire, j'ai hoché la tête en soulevant de nouveau le marteau. Moi aussi. Nous étions tous les deux trempés de sueur lorsque nous avons rampé à travers le trou que nous avions fait dans le mur extérieur. Rachel m'a dit qu'elle pensait que son ex-petite amie était partie depuis longtemps, mais qu'elle ne pouvait pas en être sûre, alors nous devions faire attention. Attrapant le marteau de charpentier à l'intérieur de la pièce, nous nous sommes dirigés vers les escaliers. La maison était décorée mais calme, et nous n'avons vu aucun signe de personne en marchant jusqu'à la porte d'entrée et en l'ouvrant. Dehors, le soleil se levait sur un nouveau jour, et en marchant sur le porche, j'ai un peu sursauté alors que Rachel a pris ma main et l'a serrée. Je l'ai regardée. Je n'avais pas pu aider l'autre Rachel, mais peut-être que ce n'était jamais le but, car je pensais maintenant qu'elle avait pu voir plus que d'autres endroits ou le futur. Elle avait pu voir dans d'autres mondes et possiblement des capacités comme celle-ci, où une autre version d'elle était piégée et avait besoin d'aide. Un endroit où je ne serais pas chassé et où elle pourrait être libre. En fin de compte, même quand elle savait qu'elle mourrait, Rachel était déterminée à nous aider à être ensemble et heureux. Le soleil du matin peignait de belles couleurs sur le visage de Rachel, et en regardant dans ses yeux, j'ai vu à quel point elle ressemblait à la femme que j'avais regardée et dont je m'étais soucié et que j'avais essayé de sauver, la femme qui, en fin de compte,
m'avait sauvé à la place. Je voulais dire tant de choses à Rachel, lui poser tant de questions, mais tout cela pourrait venir plus tard. Serrant sa main en retour, j'ai marché avec elle loin de la maison. Pour l'instant, c'était suffisant.